What's up guys, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que lakoum là, bienvenue sur notre émission bimensuelle. Aujourd'hui on accueille un invité de marque, un entrepreneur, un restaurateur, quelqu'un qui a un parcours atypique, original. Yanis Atek nous reçoit aujourd'hui chez lui. Bienvenue. Merci beaucoup Enchanté. pour cette invitation, Avec grand plaisir. pour ce moment que tu nous accordes. Très belle déco, bel endroit, chaleureux, ça te représente. Ça me ressemble beaucoup, ouais. Voilà. Donc comment tu peux te définir? Alors, moi c'est Yanis, 32 ans, jeune Montpellierin, franco-algérien. Je suis installé à Alger depuis 5 ans maintenant et j'ai modestement ouvert mon petit restaurant Galatée il y a 4 ans. En novembre 2018, bientôt 4 ans. Pour qu'on comprenne bien, tu as vécu à Montpellier. Exactement. Très bien. Alors pendant que tout le monde veut partir à l'étranger, toi tu es... Moi j'ai décidé de venir, j'ai fait le chemin inverse. Pourquoi? Exactement. Parce que de par mon métier, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à apporter ici, en Algérie, sur Alger. Et j'ai voulu vraiment me lancer à partir du moment où j'ai décidé d'ouvrir mon restaurant. À partir du moment où j'ai le déclic pour ouvrir mon restaurant, pour m'installer à mon compte, j'ai vraiment tenu à le faire sur Alger. Ouais. Ok. Tu as travaillé dans la restauration? J'ai travaillé dans la restauration, j'ai fait 12 ans de cuisine en France avant d'arriver ici. D'accord. Donc j'ai travaillé dans tout type de restaurants, des bistrots, des brasseries, des restaurants de poissons, des gastros, des étoilés Michelin, des pas étoilés Michelin. J'ai vu pas mal de chefs, j'ai travaillé dans de très belles maisons sur Montpellier et Marseille notamment. Et en fait, depuis tout jeune, je viens ici en vacances avec ma famille. Et c'est en sortant au restaurant, sortant le week-end, que j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose en fait qui avait évolué en restauration. Ouais. Du coup, c'est ce qui m'a poussé à venir m'installer ici pour vraiment apporter un nouveau souffle, apporter quelque chose de nouveau. Ça a toujours été une passion, un rêve pour toi? Je suis passionné depuis tout petit. Ouais, vraiment depuis tout petit. Je l'ai su plus tard. Un jour, je serai chef. Ouais, au fond de moi, j'ai toujours voulu être cuisinier. Je le savais depuis tout petit. Ça s'est développé par la suite. À mes parents, c'était un peu plus compliqué de leur faire accepter le fait que je voulais être cuisinier. J'ai 2 grandes sœurs qui ont fait de grandes études et j'avais une certaine pression par rapport aux études. Donc je leur ai fait plaisir, j'ai obtenu un bac professionnel en comptabilité. Très bien. J'ai assuré le minimum pour ensuite qu'on me laisse un peu tranquille et pour vaquer vraiment à mes occupations et foncer droit dedans. C'est vrai que pour les parents, il faut toujours avoir une certaine sécurité. C'est ça, voilà, ils voulaient vraiment que j'ai un bagage pour eux plus solide, entre guillemets. Parce que surtout il y a 15 ans de ça, c'était pas encore à la mode le métier de cuisinier, tout ça et tout, on n'était pas vu pareil, c'était un peu considéré comme un sous-métier, même si c'est pas du tout le cas, attention. Mais c'est vrai qu'aux yeux des parents, ils auraient plus voulu me voir médecin ou architecte. Comment ils l'ont pris la première fois que tu leur as dit bon, j'ai fait mon premier diplôme, aujourd'hui c'est terminé, je vais travailler en cuisine? À partir du diplôme, ça allait. Ils m'ont laissé faire un peu ce que je voulais. Mais c'est vrai que la première fois, au sortie du collège, en fait, quand j'ai même pas voulu aller en seconde générale, ils ont vraiment pris ça à la rigolade. J'étais un élève assez turbulent, très bon élève à l'école, mais vraiment très turbulent. Donc pour eux, le fait que je sois turbulent à l'école, ça allait pas matcher en école hôtelière par rapport à la discipline. Donc c'était plus un délire à leurs yeux. Et en fait, pas du tout, j'ai tenu le coup. J'ai fait 4 ans de comptabilité. Derrière, j'ai quand même renchéri dessus pour persister en cuisine. Et du coup, non, ils l'ont vraiment pris à la rigolade, ça passait pas du tout. Qu'est-ce qui t'a attiré dans la cuisine? Écoute, ça j'y réfléchis depuis peu de temps maintenant. Enfin, c'est maintenant que ça commence à me revenir avec les souvenirs d'enfance. C'est vrai qu'en rentrant de l'école, je regardais pas de dessins animés, je regardais Joël Robuchon, Maïté avant midi, tu sais, les émissions sur France 3. Je regardais beaucoup ça et en fait j'étais fasciné sans le savoir, mais je bloquais complètement dessus. Leur manière d'émincer, de couper vite, le bruit du beurre qui crépite dans les poêles, c'est impressionnant. C'est quelque chose qui me fascinait vraiment. Et après à la maison, mes parents ont une maison avec 2 jardins. Et c'est vrai qu'à la maison, j'étais jamais dans le jardin avec mon père, c'était toujours à la cuisine avec ma mère, quoi. Les odeurs, les goûts. Ça part de beaucoup de souvenirs gustatifs en fait. Tu vois, j'ai une grosse mémoire gustative, on va dire.
Donc je retiens énormément tout ce que je mange, tout ce que je goûte, tout ce qui me passe par le palais en fait. Ça vient vraiment de là, ouais. Mais depuis tout jeune. Mais ça, je l'ai compris après, je l'ai compris plus tard. C'est avec le recul. Ouais, exactement. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter comment a été ta première expérience en cuisine? Alors j'avais une chance, c'est que j'ai débuté chez les frères Pourcel. À l'époque, ils avaient 3 étoiles Michelin sur Montpellier, au Jardin d'Essence. Et en fait, moi, quand j'ai commencé, ils signaient la carte du Sofitel, le restaurant gastronomique au Continental. Donc, et quand je faisais mes stages là-bas ou quand j'avais mes cours de pratique au Jardin d'Essence, je voyais des cuisiniers algériens en fait, qui venaient en cuisine pour des formations. Donc à chaque changement de carte, ils venaient pour être formés pour les prochaines cartes. C'est là que j'ai commencé à prendre contact avec eux. À partir de là, on avait des stages à effectuer, des stages pratiques à effectuer dans le cadre de la formation. Et c'est là que j'ai décidé de venir sur Alger pour commencer mes stages au Sofitel. Donc ça me permettait de travailler, de découvrir. À ce moment-là, tu découvrais la partie professionnelle dans le domaine Exactement, c'est en 2009 que j'ai fait mes premiers pas en cuisine. Donc en fait, ça me permettait d'être dans mon pays d'origine, de passer quelques vacances parce que toute ma famille était là, et en même temps de travailler et de m'occuper en faisant la cuisine quoi, et en apprenant. Donc j'avais fait 6 mois de stage ici au Sofitel. Donc ça m'a permis de rencontrer pas mal de monde, d'intégrer le monde de la cuisine. En plus à l'époque c'était un sacré bon restaurant avec une très belle carte qui était proposée. On avait un chef français qui était en place à l'époque. Donc c'était vraiment sympa, la brigade était cool. D'ailleurs je suis encore en contact avec tout le monde. Et non, c'était vraiment une très très belle expérience. Voilà. Et ensuite tu es reparti en France du coup? Ensuite je suis reparti en France. J'ai fini mon premier cursus, on va dire. De là, moi après avoir eu le bac, je voulais pas revenir en arrière. Donc j'ai préféré partir vers un BTS en hôtellerie-restauration. Mauvaise idée. Donc là, c'était pas une expérience, c'était pas fameux comme expérience. Parce qu'en fait, en BTS, ce qu'il faut savoir, c'est que tu fais vraiment que de la gestion hôtelière, que de l'économie, que du droit. Tu reviens à la compta. En fait, tu te formes à ouvrir ton restaurant ou à ouvrir ton hôtel et à gérer ça. Parce que la pratique, tu l'as fait dans le cursus d'avant, c'est-à-dire le BEP et le bac professionnel. Moi, j'avais fait ça en comptabilité. Sauf que j'avais pas fait de pratique en cuisine. Donc je sors de 4 ans de comptabilité pour me retrouver à faire de l'économie, du droit et des finances et de la comptabilité. Donc j'ai arrêté au bout d'1 an. Et là j'ai connu quelques galères pour retrouver une formation en fait, parce que de par mon profil, j'avais aucune expérience en restauration ni en école hôtelière, j'avais rien suivi comme formation en cuisine. C'était difficile d'être accepté en école hôtelière par rapport à ça. Et mon dossier n'était pas fameux non plus parce que tout le temps où je faisais de la compta, je me reposais vraiment sur mes acquis pour pouvoir juste assurer le bac. Donc ça ne m'a pas aidé par la suite. De là, j'ai trouvé un centre de formation. J'ai pu préparer un diplôme, le CAP cuisine, le plus classique, le premier diplôme en cuisine. J'ai fait ça en 1 an, en accéléré, et j'ai fait ça en alternance. Voilà. Et là, la chance que j'ai eue, c'est que je suis tombé sur une très très belle maison. Donc j'ai attaqué au Grillardin, c'était en 2012. J'ai commencé au Grillardin en 2012 en alternance, voilà, avec 2 jours de cours par semaine et tout le reste en entreprise. Et c'est parti de là. Et c'est parti, t'es parti à Marseille? Ça c'était 2 ans après. Donc j'ai fait une année d'apprentissage en alternance où je me suis fait former par Michael Dior et Jérémy Hardy. De là j'ai été embauché après ma formation, ce qui était vraiment top pour le coup. Et j'ai encore fait 1 an et après ces 2 ans je suis parti à Marseille. Voilà, je voulais vraiment, en fait j'adore le poisson, hormis la cuisine, j'adore le poisson, j'adore travailler le poisson et je voulais vraiment me perfectionner dans le poisson. Marseille c'est à 1h30 de Montpellier, donc c'était l'endroit idéal pour découvrir tout ça. Du coup je suis parti à Marseille 2 ans après. J'ai fait 2 ans sur Marseille, au bout de 2 ans j'ai eu un peu de mal à m'adapter à la ville. C'est un peu compliqué Marseille, mais ouais c'est vraiment différent, c'est plus grand, les mentalités changent. Et c'est particulier Marseille quand même. Ça ressemble à l'Algérie? Non, c'est ce qu'on pense vu de l'extérieur, mais en fait non. C'est vraiment une ville vraiment cosmopolite. Tu as pas mal de communautés sur Marseille qui arrivent à vivre ensemble, mais il faut naître à Marseille pour pouvoir vivre à Marseille, sereinement on va dire, et être à l'aise là-bas. Mais j'ai fait mes 2 ans, c'était vraiment génial. À ce moment-là, tu pensais déjà ouvrir ton propre restaurant? Ouais, c'était le but final. D'ailleurs, quel a été le parcours, le cheminement que tu as eu? Donc là, on est en train de parler des expériences que tu as eues, mais ouais. En termes de, tu as été cuisinier, tu as été aide cuisinier? J'ai commencé apprenti. Donc apprenti, c'est vraiment la base du métier, quoi.
Donc ouais, j'ai souffert, mais c'est de la bonne souffrance en fait. J'ai pas souffert. Non, j'avais pas l'impression de souffrir, mais c'était dur, c'était difficile. Mais c'est dans la difficulté qu'on apprend, tu vois. Et plus c'est dur, plus tu apprends, et plus c'est intense, plus tu apprends vite en fait. Mais c'est la passion qui fait tout le reste en fait. Je suis quelqu'un qui est quand même assez feignant. Même moi, je pensais pas pouvoir faire tout ça en cuisine. Mes parents n'y croyaient pas non plus parce que j'étais, on va dire, un vrai geek en fait toute l'adolescence. Donc je ne bousais pas de mon fauteuil d'ordinateur. Je jouais 15 heures par jour à l'ordinateur. Il était hors de question que je passe 15-16 heures par jour en cuisine, quoi, tu vois, avec tout le stress, la pression que ça englobe. De là, après Marseille, je suis retourné sur Montpellier. Donc dans le premier restaurant où j'avais travaillé, donc le Criardin, là où j'avais fait ma formation en alternance. Et je suis resté 2 ans de plus. Jusqu'en 2017. Là, tu es revenu en tant que… Là, j'étais second. Je suis revenu en tant que second de cuisine. Voilà. Mais après, chaque année, j'ai évolué de poste. Et apprenti, commis, chef de partie, second. Ça a été ma dernière expérience à Montpellier. Ouais, exactement. Et là, le déclic. Le déclic, je me suis senti prêt pour… Il y a une réflexion avant ? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Combien de temps ça chemine ? 1 an. 1 an de réflexion. 1 an, ouais. 1 an de réflexion. Ouais. 1 an de réflexion. Parce qu'à la base, j'avais quand même prévu d'ouvrir un restaurant sur Montpellier. Et ce qui ne s'est pas fait par la suite. Et je ne regrette pas au final. Franchement, je ne regrette pas. Mais c'est vrai que c'est en venant ici… en fait, en quittant Montpellier, j'avais, on va dire, une période creuse de 3 à 4 mois de libre. Donc j'en ai profité pour venir ici. Et là, j'ai commencé à cuisiner pour ma famille, pour ne pas rester sans rien faire. Donc je travaillais en tant que traiteur en fait pour la famille. Je faisais à manger à tout le monde. Et ça me permettait de faire les marchés, de voir les commerçants, de voir un peu les produits, voir un peu comment ça se passait ici. Tâter le terrain. Voilà, exactement. Je suis venu pour tâter le terrain. Et en même temps, je mangeais partout, tout le temps. Donc pour voir un peu ce qu'il y avait. Et c'est là que… L'idée, elle tournait déjà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Plus je passais de temps ici, plus je me disais que c'est ici qu'il fallait que je fasse quelque chose. Tu vois, je me suis dit qu'avec l'expérience que j'ai, même en faisant de simples burgers ou du fast-food, ça allait matcher, quoi. T'apportes peut-être plus de valeur. Exactement. Une différence qu'on n'a pas peut-être. Exactement, exactement. Après, la différence que j'apporte, c'est pas parce que je suis mieux que les autres, enfin je considère pas comme ça, c'est juste que j'ai fait mon expérience à l'étranger. Après, j'ai eu de la chance de la faire en France, qui est quand même la capitale mondiale de la gastronomie, c'est pas rien. Donc c'est clair que quand tu arrives dans un autre pays, tu pars déjà avec un avantage. Ça c'est clair, tu pars déjà avec un avantage, mais il faut savoir l'exploiter aussi. Très bien. Donc arrivé en Algérie, tu as tâté le terrain, je t'ai dit c'est bon, Ouais. je vais rester. Ouais. Tu te lances. Je me lance, je prends un premier local rue Didouche. Ouais, parce que je connaissais rien d'Alger. Pour moi, l'avenue Didouche, c'était les Champs-Élysées. Ouais. Et au final, ça s'est pas fait parce que le local en question, il y avait énormément de travail à faire dessus, énormément de travaux. C'est la première fois que j'ouvrais un restaurant, que j'ouvrais ma propre boutique. J'avais pas forcément d'expérience dans la gestion d'un restaurant. Tu t'attendais à cette difficulté? Ouais, je m'attendais à cette difficulté, à ce qu'elle soit aussi intense, non. Franchement, non. De là, je me suis rabattu sur un local plus petit pour commencer vraiment modestement. C'est de là qu'est né Galatée en fait. Tu vois, on a 22 places assises, c'est vraiment petit. T'es complet tous les jours? Ouais, complet tous les jours. Ouais, touche du bois. Ouais. Du bois. Ouais. En même temps, c'est le fruit de… Ouais, c'est le fruit du travail. Ouais. Après, je te cache pas, ça a mis du temps. Ça a mis du temps parce que j'étais un peu un ovni en arrivant ici. Tu sais, j'ai commencé, je faisais des burgers et des salades tout simplement. Je proposais des menus du jour pour un peu toucher la clientèle du quartier. Et les gens venaient un peu sur la pointe des pieds. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ça? On n'a pas vu ça ailleurs. Je faisais rien d'extraordinaire, attention. Hein. Mais l'essentiel, c'était de proposer de la qualité, de la constance dans l'assiette. C'était vraiment ça en fait. Vraiment que ce soit constant. Et du coup, non, j'ai commencé, ça a été compliqué parce que de par les produits que je suis habitué à travailler en France, j'ai essayé de reporter ça ici, ce qui n'était pas possible par rapport à la disponibilité. Mais ce que je trouvais ici d'équivalent en France, je le travaillais. Sauf qu'en termes de coût, en termes de prix, on n'est pas sur le même niveau, quoi. Donc ça se répercute forcément sur la carte. Et c'est vrai qu'en tant que nouveau restaurant, on a l'habitude de voir des restaurants qui commencent petits, avec des prix très bas, qui ont tendance à augmenter sans… Stratégie de pénétration. Voilà, exactement. Sans forcément… sans raison valable. Tu vois, ils ont tendance à augmenter une fois que ça pète, une fois qu'il y a du monde, une fois qu'ils font le buzz, tout ça et tout. Moi non, je faisais ça vraiment en fonction des produits que j'utilisais, avec mes fiches techniques, tout ça et tout. Et en tant que nouveau restaurateur, ça passait pas. Je recevais énormément de critiques au début.
J'ai dû contacter, tu sais, toutes les pages de notation de restaurants, tout ça et tout, pour demander à être effacé de ce genre de passe, parce que je me faisais incendier carrément, même insulter, tu vois. Et ouais, à cause des prix, qui pour eux n'étaient pas justifiés parce qu'ils n'avaient aucune expérience au sein de ma table et ils avaient entendu personne parler de. Avoir eu une expérience. Exactement. Et derrière, tu sais, je suis pas très en termes de réseau, tout ça et tout. C'est vrai que j'ai jamais travaillé avec tout ce qui est influenceur, tout ça et tout. Et du coup, c'est vrai qu'ils n'entendaient pas parler du resto, ils voyaient juste les prix et j'étais catalogué comme un prix en fait. Et ça me gonflait. Ça, je l'ai très mal vécu par contre. Parce qu'il y avait quand même du travail derrière. Tu as pensé à arrêter à ce moment-là? J'ai pas pensé à arrêter, mais je me suis quand même pas mal fermé, quoi. Ouais. Voilà, te dire peut-être que je m'adapterai jamais finalement. Non, parce que derrière, j'étais assez bien entouré par ma famille qui m'ont pas mal conseillé sur ça. Et tu vois, j'avais une page Facebook que je n'ai plus aujourd'hui où je regardais chaque commentaire, chaque critique, tout ça, et je me faisais vraiment démonter, quoi. Et même quand j'avais des avis positifs, les gens disaient que c'était de la fausse pub, tout ça et tout, c'était des faux avis, et je comprenais pas. Je me dis, c'est quoi toute cette haine en fait, tu vois. Et après, j'étais vite catalogué en restaurateur qui fait que des produits d'importation et tout, alors que c'est totalement le contraire par rapport à ce qu'on pense. Et du coup, il y avait pas mal de moqueries, pas mal d'insultes. C'était très difficile à vivre au début. Surtout que c'était ma première expérience, c'était mon premier bébé. J'avais zéro expérience, du coup, j'étais pas très à l'aise dans tout ça. Donc, mais après, j'ai décidé de zapper complètement. Comment tu as pu passer de ce moment difficile où ces critiques-là te faisaient mal à aujourd'hui, tu ne tiens pratiquement plus compte de ces critiques? En fait, j'en tiens compte. Oui, je cherche la critique constructive, ça c'est clair, c'est ce qui nous fait avancer. Mais après, sur ce genre de critique, ça me passe par-dessus. Parce qu'en fait, j'ai appris à valoriser mon travail. J'ai pris conscience de la valeur de mon travail, en fait. Tu vois, pas forcément, ça plaît ou ça plaît pas, hein. Je dis pas que je dois plaire à tout le monde. Mais par rapport au travail que je fournis, par rapport au travail que fournissent mes équipes, il y a un mérite derrière tout ça et j'estime l'avoir, tu vois, que ça plaise ou non. Et je me base vraiment sur ça en fait. J'ai travaillé, j'ai fait des heures pour faire ça. Donc soit la critique me permet d'avancer et on y va tous ensemble, sinon ça me passe par-dessus, quoi. C'est vraiment. Il y a une carapace quand même. Ouais, exactement. Ouais, il a fallu créer une carapace, ça c'est clair, avec l'aide de la famille, des proches qui m'ont conseillé, qui ont eu aussi leurs propres expériences par rapport à ça. Ouais. T'as combien d'équipiers aujourd'hui? T'as combien de membres? Alors aujourd'hui, on est. J'imagine que ça tourne un petit peu. Ouais, ça tourne. Pas tellement. Okay. Pas tellement. J'aime pas trop le roulement au niveau du personnel. J'ai eu des équipes qui ont quitté et tout. Généralement, je suis toujours en bon terme avec les gens qui sont venus et qui sont partis. Mais sinon, c'est une petite famille en fait. Tu vois, j'ai Faisal qui est avec moi, c'est mon bras droit vraiment au restaurant, qui touche un peu à tout. Ça fait 3 ans qu'il est avec moi. J'ai Jojo et Amil qui sont avec moi. Ensuite, on a un chauffeur pour les courses, tout ça et tout, tu vois. Mais c'est vraiment comme un membre de notre famille. Et après, j'ai l'équipe en salle. Donc, et de là, c'est assez compliqué de recruter parce qu'en plus des compétences professionnelles, on fait vraiment attention à la personnalité, au caractère, à l'éducation de la personne, tout ça, à sa manière de se comporter. Qu'est-ce qui fait le bon élément pour toi? Quand tu recrutes quelqu'un, tu dis… La passion. Oui, je pense. Un passionné. C'est ce que je recherche, quelqu'un de passionné. Parce qu'avec la passion, tu fais tout en fait. Tu es ouvert à la critique, tu es ouvert aux gueulantes, tu es ouvert à tout, à la découverte, à tout. C'est la passion, c'est le fil conducteur en fait. Passion, travail, motivation. C'est vraiment le fil conducteur. Donc j'imagine que tu les as formés? Ouais, ceux qui sont avec moi, je les ai formés. Il y a Jojo par exemple qui est arrivé il y a 1 an avec nous. Il arrive en tant que plongeur. Il ne savait même pas où se situer le bouton pour allumer le lave-vaisselle, tu vois. Et aujourd'hui, il travaille en tant que seconde cuisine. Il est avec moi pour m'épauler en cuisine et je l'ai formé à fond, il s'éclate, il a découvert un nouveau métier et c'est génial comme ça. Faisal qui est à la base, qui est dans la gestion, la comptabilité, les finances, qui a une expérience en tant que barman, aujourd'hui il me tient le bar, la gestion du restaurant et la pâtisserie parce qu'il s'est découvert une passion dans la pâtisserie, j'ai pu le former en pâtisserie, moi qui déteste ça, ça m'arrange vraiment et on reste vraiment entre nous en fait, tu vois. Donc ça c'est cool. Est-ce que tu te vois agrandir ce concept? Ouais. Aujourd'hui, oui. J'étais pas prêt à le faire avant. Aujourd'hui, oui. J'avais un peu peur de le faire avant. Ça fait pas très longtemps que j'ai vraiment confiance en mon travail, en ce que je fais, en ce que je peux développer, tout ça et tout. Donc, ça fait pas très longtemps que j'ai conscience de mes capacités, de ce que je peux faire par la suite. Mais là, ça prend depuis quelques temps, c'est en train de prendre. Mais ouais, dans l'idée, ça serait d'avoir quelque chose de plus grand. Tu te rends compte que aujourd'hui, tu as un impact sur Alger?
Je m'en rends compte d'un... Je suis arrivé de Paris, je veux sortir, je recherche des endroits, je demande. Ouais. Galatée ressort toujours. Du coup, arrivé à ça, aujourd'hui, tu travailles avec des ambassades. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, exactement. Exactement. Non, ça j'ai réalisé pas mal de, j'ai validé pas mal de trucs, de souhaits que j'avais ici en Algérie. Et aujourd'hui, tu es en train de travailler avec de grosses institutions. Exactement, exactement. Ça, c'est quelque chose que je réalise pas encore pour le coup. Je suis en train de le vivre pleinement. Je le vis, je profite, tout ça et tout, mais je le réalise pas encore. Je réalise pas encore. Mais c'est vrai que si on peut parler de l'ambassade de France, par exemple, en tant que franco-algérien, j'aime mes deux pays. J'aime autant la France que l'Algérie. La France m'a apporté toute cette expérience et tout ce savoir-faire que je peux exploiter dans mon pays d'origine qui est l'Algérie. C'est juste génial en fait, tu vois. C'est comme être avec mon père et ma mère, tu vois. C'est partager des moments avec mon père et ma mère et de lier les deux, c'est vraiment génial. Et c'est vrai que j'ai été… on s'est rapproché avec l'ambassade de France parce qu'ils sont clients à la base au restaurant. J'ai été invité plusieurs fois, que ce soit à la Villa Nejma ou à la résidence de l'ambassadeur. J'ai pu avoir quelques réunions, quelques dîners avec eux, tout ça et tout. De découvrir des endroits. Exactement, et j'ai pu découvrir des endroits extraordinaires sur Alger. J'ai découvert un peu le monde diplomatique, ce qui est génial. C'est que de l'expérience en fait, que de la découverte, que de l'expérience. Et c'est génial que la cuisine m'apporte ça, c'est génial. Comment le vivent tes parents comment ils le ressentent? Beaucoup de fierté. À la base, ils ne croyaient peut-être pas… Ouais, ils y croyaient pas du tout pour le coup. Ouais. Surtout la maman, elle y croyait pas du tout. Comme tu l'as dit au début, les gens ont tendance à partir en France qu'à venir en Algérie. Et elle voit ça. Et elle me voit moi, qui suis quand même bien intégré là-bas, qui décide de venir en Algérie avec toutes les difficultés que ça implique. Je suis le petit dernier, tout ça et tout. Elle avait vraiment très peur. Et elle suivait un peu mon parcours en cuisine en France. Déjà, il y a eu le choc de faire de la cuisine, de me découvrir après en cuisine, d'avoir les échos, que ce soit de mes chefs ou de mes patrons qui parlaient de moi comme un bon élément en cuisine. Déjà, elle était surprise, mais non, c'est pas mon fils, tout ça et tout, tu vois. Et ils ont assisté à l'ouverture du restaurant. Ils sont venus quelques mois après l'ouverture du restaurant, mais ça n'avait pas encore décollé. Donc, ils voyaient le restaurant vide, tout ça et tout. Ils étaient un peu inquiets. S'en est suivi la période de Covid qui a été très compliquée. Donc là, j'ai même pensé à rentrer. Ils ont fait des pieds et des mains pour que je reparte en France, retourne m'installer là-bas parce que c'était vraiment trop compliqué ici à cause du Covid justement et parce qu'on s'est retrouvé quand même dans des situations super compliquées. Il n'y avait pas d'aide, tout ça et tout. Ça a été on a fermé, on a eu 1 an de fermeture ferme. Rideau baissé pendant 1 an avec les charges qui continuent, les loyers, tout ça, les salaires, les trucs. Non, pour le coup, c'est pour ça qu'on est encore ensemble parce que les équipes, elles ont tenu quoi. On s'est serré les coudes, c'était de la survie. On survit ensemble, on réussira ensemble en fait. Tu vois, c'était vraiment ça. Et du coup, non, ils étaient super inquiets. À cause de cette période de Covid, justement, ils n'ont pas pu revenir en Algérie entre-temps. Et ils sont revenus cet été. Et à ce moment-là, nous, l'ambassade de France, justement, m'a donné l'opportunité de réaliser des événements à la Villa Nejma. Et moi, j'ai découvert la Villa Nejma il y a 1 an et demi. Et en arrivant dans cet endroit, je me suis direct projeté sur un brunch là-bas. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose là-bas, quoi. Ne serait-ce qu'un dîner, un repas, genre je sais pas, même un goûter, je m'en fiche, je ramène des gâteaux et j'organise quelque chose là-bas, tu vois. Et j'ai eu l'opportunité d'organiser quelque chose là-bas avec une autre équipe justement, avec 2 amis, Mira et Samy. On s'est mis ensemble pour réaliser le premier événement là-bas, la Villa Nejma. Et mes parents ont pu assister. Donc tu vois, ils sont venus il y a 4 ans avec le restaurant tout vide et tout. Et ils viennent 4 ans après, Villa Nejma. Voilà, Villa Nejma avec l'équipe diplomatique, les clients, les amis, tout ça et tout. Ils n'avaient pas vu tout ça, mon évolution ici à Alger. Et pour moi, personnellement, c'était vraiment une grosse victoire. Ce coup-là, c'était vraiment une grosse victoire parce que je suis venu ici en toute humilité, en toute modestie pour faire juste mes petits burgers et tout dans mon petit local au fin fond du Val d'Hydra, tu vois. D'atterrir sur les hauteurs de la baie d'Alger dans une résidence de l'ambassade de France, tout ça qui domine tout Alger et tout pour faire ma cuisine, mon travail. C'était vraiment une grosse récompense. C'était vraiment, c'est pas la finalité, mais c'était vraiment quelque chose de beau. Ouais. Mais après, à côté de ça, donc, je ne suis pas du tout dans l'événementiel, tout ça. C'est la première fois de ma vie que je sortais de la cuisine, mais c'était une sacrée belle expérience. On a pu même en faire un 2e derrière et c'était vraiment génial. Belle expérience. Donc j'ai pu toucher, ça m'a ouvert beaucoup de portes, j'ai pu toucher à tout. C'est arrivé très vite sur la dernière période
parce que je me suis fait très discret au début. Comme je t'ai dit, je fais pas de pub, je passe pas par les réseaux, tout ça et tout. Je suis pas du tout réseaux sociaux, tout ça et tout. Moi, c'est la cuisine, bouche à oreille. Et ça paye plus tard. Tout le monde n'est pas de cet avis. Ouais, on peut tout faire en Algérie. C'est une grande page blanche, Algérie. Il y a tout à faire en Algérie. Ouais. Tout à faire. Tout le monde n'est pas de cet avis. Je pense que c'est un problème de mindset ou de mentalité. Ouais, principalement, ouais. Ouais, la base du truc, c'est ça. Ouais. C'est ça. Parce que comme je t'ai dit, l'Algérie, c'est vraiment une page blanche. Il y a tout à faire. Ça veut dire tous les concepts, toutes les idées de concepts, tout est à faire. Tout est à faire. Donc juste avec de la volonté, de la motivation, de l'ambition, tu peux tout faire ici. Quand on dit que ouais, il n'y a rien à faire en Algérie, mais toi, ce que tu as envie de faire et tu penses que tu ne peux pas le faire en Algérie, tu vas faire quoi de plus en le faisant à l'étranger? Il y a déjà tout ça à l'étranger. Toutes les idées que tu peux avoir, elles sont prises à l'étranger, tu vois. Et si tu prends une idée à l'étranger qui est déjà prise, il faudra que tu fasses 3 fois plus, tu vois. Là, non, juste ton idée de base, en le faisant bien, tu peux vraiment l'imposer ici, tu vois, quel que soit le domaine. Après, en tant qu'entrepreneur, je pense que le mieux, c'est de le faire ici, quoi. De réaliser ses rêves ici. Tu penses à investir dans d'autres secteurs? Non. Jamais. Non, j'ai pas les compétences. Non. Non, j'ai pas les compétences. Non. Cuisine. Investir dans d'autres domaines, dans le cadre de la restauration, dans le monde de la restauration, oui. Me diversifier dans la restauration, oui. Je sais pas, en tant que traiteur, en tant que créateur d'événements, en tant que restaurateur, il y a tellement de concepts différents en cuisine, on peut tellement faire pas mal de choses en cuisine. Tu peux ouvrir 50 restaurants différents juste en faisant de la cuisine, tu vois. C'est non, en restant concentré sur la restauration. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes Algériens qui ont peut-être des rêves, mais qui ont peut-être quelque part perdu la motivation, la détermination, parfois l'espoir? Lancez-vous, battez-vous. Après, je dis pas que c'est facile, hein, attention, hein. C'est bien beau de dire ouais, quand on a des idées, il faut réaliser ses rêves, tout ça et tout. Non, c'est dur. Déjà pour nous personnellement, parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de rigueur dans tout ce qu'on fait. Mais après, il faut aussi voir le contexte qu'il y a autour. Le climat social, le contexte, tu sais, tout ce qui est administration, tout ça et tout, c'est très compliqué. Et nous, d'autant plus dans la restauration, par exemple, où tu as un gros souci au niveau de l'approvisionnement de la marchandise, les produits. On n'a pas de centrale d'achat comme tu peux les voir en France avec Métro ou Break ou d'autres sociétés comme ça, tu vois, où vraiment tout est centralisé. Tu as juste à passer tes commandes, tu reçois tout, de la viande aux légumes, aux poissons, à l'épicerie, à la crèmerie. Là, non, tu dois aller chez chaque fournisseur différent. C'est une idée de business. Et pardon ? Ouais, exactement, j'y pense, tu vois, tu me disais que je pourrais investir dans d'autres domaines, ouais, ça c'est un truc auquel je pense, tu vois. Non, il y a énormément de choses à faire, Mais c'est vrai qu'une centrale d'achat pour les restaurateurs, il n'y en a pas, c'est pas normal, on est en 2022 quand même. Et c'est un pays de bouffe, si je peux me permettre, l'Algérie. Les gens aiment manger, il y a énormément de restaurants qui poussent, qui n'arrêtent pas de pousser, qui sont présents partout, tu vois. Et tu vois, en France, tu as l'épicier du coin, ici, tu as le resto du coin. Il y a des restos partout. Et c'est pas normal qu'on n'ait pas de centrale d'achat, tu vois. C'est pas normal que tu aies 500 000 grossistes au niveau de Jolie Vue qui vendent tous la même chose au lieu de tout regrouper dans un seul truc, tu vois. Et c'est assez compliqué pour nous pour s'approvisionner. Après, il n'y a pas vraiment de régularité sur la qualité des produits, tout ça et tout. Faut chercher, faut démarcher, Moi, je passe mon temps à chercher des producteurs, des fournisseurs, des artisans, tu vois. Et ouais, il faut se déplacer, Tu peux pas te reposer sur tes acquis. Ça va trop vite en fait. Ça va trop vite. Il y a trop d'aléas, il y a trop d'inconvénients, ça va trop vite. Donc, il faut toujours être à l'affût, c'est très compliqué. Ouais. Tu travailles 7 jours sur 7 parce que même 7 jours sur 7, ouais. Ouais, exactement, tu vois. Ça, c'est un reproche qu'on me fait beaucoup par rapport au jour de fermeture du restaurant parce qu'on me trouve souvent fermé. Mais c'est vrai qu'en étant tout seul, des fois, je décide pas forcément de fermer, ça casse, quoi, tu vois. Que ce soit mentalement, moralement, physiquement, tu vois, ça casse d'un coup, tu contrôles pas et tu te lèves pas, tu restes au lit, c'est les risques. Et les gens commencent à le comprendre en me connaissant. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est du 7 sur 7. Les gens, tu vois, genre, nous, on est ouvert de midi à 14h30. Et de 19h30 à 22h, ce qui sont des horaires vraiment normaux en restauration, en France par exemple, mais ici non, parce que les restaurants toute la journée. Ont tendance à ouvrir de 11h jusqu'à minuit non-stop. Et moi, je ne peux pas me le permettre. J'ai pas de stockage au restaurant, ça veut dire que quand j'arrive le matin, ce que je prépare, c'est pour le service du midi. Moi, quand je ferme à 14h30, le nettoyage, on a du nettoyage à faire jusqu'à 15h30.
Et ensuite, je dois redémarrer mes préparations de 15h30 jusqu'à 19h30 pour l'ouverture. Donc en fait, les gens nous voient fermer l'après-midi en pensant qu'on se fait la sieste, qu'on se repose, tout ça et tout. Mais non, on est en train de préparer pour le soir. Donc c'est vraiment des journées non-stop. Tu vois, la journée, on commence à 8h, 8h30 et ça se termine à minuit et demi quand on rentre à la maison. 6 jours sur 7, c'est pas évident quand même, tu vois, quand tu veux avoir une certaine vie sociale, une vie de famille, c'est super compliqué. Donc c'est beaucoup de sacrifices. C'est pour ça que je te dis la passion, la motivation, le travail, c'est vraiment très important dans tout ça. Et le vendredi matin, par exemple, on est fermé, mais on est là, on est au resto, on en profite pour nettoyer le four, nettoyer la hotte, tu vois, faire des trucs qu'on n'a pas le temps de faire dans la semaine, le gros nettoyage entre guillemets. Et on en profite pour avancer de la mise en place. Moi, je pars souvent à la ferme de Zeralda pour aller à la rencontre d'autres producteurs. J'en profite pour déjà passer du temps pour moi aussi, tu vois. Passer du temps en famille aussi, c'est important. Et après, toute la journée du vendredi, on ouvre à 19h30, mais on n'arrive pas à 19h30 au restaurant. Nous, on est là à 9h du matin le vendredi. Toute la journée, on prépare. Le samedi, on a le brunch. Le brunch, c'est de 11h30 à 16h30. Donc, c'est 7h, 7h30 en cuisine pour pouvoir ouvrir à 11h30. Et quand nous, on ferme à 16h30, on rentre à la maison à 21h parce que le samedi, tu as la comptabilité à faire, tu as les salaires à verser, tu as des commandes à préparer pour la semaine. La carte, nous, on change de carte constamment. Chaque semaine, l'ardoise change. Donc, je dois préparer mes listes de commandes, mes menus pour le lundi, tu vois, pour attaquer le lundi. Donc, on reste encore, on ferme à 16h30, mais on est là jusqu'à 21h, 21h30 le samedi. Et le dimanche, pour pouvoir ouvrir le lundi matin, on est obligé de faire des préparations en amont déjà, ne serait-ce que pour la pâtisserie, tout ça et tout. Ça veut dire que le dimanche, on est là aussi. On en profite pour faire venir l'électricien, tout ça, le plombier pour réparer les trucs qui sont un peu foireux, tu vois, sur la semaine, qui déconnent sur la semaine. Mais le dimanche, on est aussi là en fait, c'est du 7 sur 7, tout le temps. Tu as réussi à te faire un petit network à Alger d'amis ou d'entrepreneurs comme toi? Ouais. J'ai rencontré pas mal de monde via le resto pour le coup. La quasi-totalité de mes connaissances, la quasi-totalité de mon groupe d'amis, je les ai rencontrés via le restaurant en fait. Tu vois, de par la cuisine ouverte et tout, cet espace, j'ai voulu créer super convivial en fait, comme tu as dit. Et super cosy, super familial, super convivial. J'ai envie que les gens, en fait, ils viennent chez moi, ils viennent pas dans un restaurant, ils viennent chez moi et je veux qu'ils se sentent chez eux, tu vois. On vient, on danse, il y a la musique, tout ça, ils sont là avec moi, discuter au comptoir et tout. D'ailleurs là-bas, je l'appelle le bar des copains, tu vois, le comptoir des copains, parce que je prends pas ni de réservation, ni j'installe pas les clients là-bas, j'installe juste vraiment les amis et tout, que j'ai pas le temps de voir dans la semaine en fait. Donc le fait qu'ils viennent au comptoir, que je puisse leur donner, leur servir à manger, ça me permet de les voir au courant de la semaine, tu vois, chose que j'ai pas forcément le temps de faire le reste du temps, habituellement, ouais. Et du coup, ouais, la plupart de mes amis, je les ai rencontrés ici, ouais. Honnêtement, je trouve ton parcours très inspirant. Merci très beaucoup. motivant. Je vois quelle a été la charge de travail que tu as eu sur une longue période constante en plus. Exactement. Donc il est tout à fait normal d'arriver à ce résultat, à ce beau résultat. Ouais, c'est ce que je cherche, mais c'est surtout continuer à proposer de la qualité, ne pas se moquer du client, respecter le client, respecter le produit, mettre en avant les fournisseurs. On travaille contrairement à ce que certains puissent penser, mis à part le parmesan que je suis obligé d'importer, ou des produits comme le parmesan ou les sirops par exemple, parce que je ne trouve pas de qualitatif dans les sirops ou dans le fromage, c'est un peu compliqué même si ça commence. Et parce qu'on a de très bons producteurs, de très bons artisans ici, il faut savoir les mettre en avant. Mais on a tout ici, on a tout, vraiment on a tout. Ouais, vraiment on a de tout. Il faut juste chercher en fait, tu vois. C'est clair que si tu vas chez ton boucher du coin, tu vas trouver que des escalopes, de la viande hachée, des trucs classiques. Mais si tu commences à aller dans les fermes, en Kabylie, tout ça et tout, tu vas découvrir plein d'autres choses. Tu vois, là j'ai rencontré un éleveur, la ferme des riches, j'ai rencontré l'éleveur vendredi à la ferme de Zeralda. Là, prochainement, je vais proposer du coquelet, de la pintade, du canard, du magret, des cuisses de canard confit. Je vais faire mon propre foie gras avec du gavage naturel, sans souffrance animale. C'est des trucs que je ne pensais pas trouver ici. Tu vois, c'est des trucs que je ne pensais pas trouver ici. Du coup, tu as pu aussi découvrir l'Algérie plus ou moins. Les alentours d'Alger, on va dire. Et ça fait pas longtemps, tu vois, ça fait vraiment pas longtemps. Ouais. Mais non, après, non, j'ai pas eu le temps. Franchement, j'ai pas eu le temps. C'est le prochain objectif.
Tu vois, c'est les dernières vacances que j'ai prises. Je suis rentré en France pour voir la famille parce que ça faisait 4 ans que j'y étais pas allé. Donc, c'était vraiment la priorité. Mais là, je me suis juré de ne pas retourner en France tant que je n'avais pas vu le Sud, par exemple. Honnêtement, tu as un très beau parcours, Merci très belle beaucoup. histoire. Merci beaucoup. Et puis le message que tu transmets est touchant, ça se ressent. Hein. Ça Ouais. se ressent que tu es passionné, que tu as envie de Ouais, faire ouais. bien les choses et que surtout tu as envie de les faire chez toi, en Algérie. C'est vraiment très beau. J'espère que ça inspire beaucoup de gens et j'espère que ça parle à beaucoup de gens parce que c'est exactement le message qu'on veut transmettre ici sur cette chaîne, sur cette émission. Et pour finir, j'aimerais juste dire, j'ai goûté ton cheesecake citron, Ah, tu l'as goûté. un délice. Cool. Donc je te remercie encore une fois, c'est un Merci réel à toi. honneur, c'est un réel honneur. Et Merci puis à toi. merci aussi à ceux qui nous regardent. Donc comme d'habitude, laissez-nous en commentaire les success stories, les gens, les entrepreneurs que vous voulez voir dans cette émission. Take care et à bientôt.